Joe Dante est un réalisateur américain connu pour avoir réalisé les films Gremlins. Pourtant, entre les deux films de la franchise Gremlins, sortis respectivement en 1984 pour le premier opus et 1990 pour le second opus, Joe Dante a réalisé un autre film, et ce film, c'est Explorers. Mais avant ça, et au vu du succès du premier opus de la saga Gremlins, il se voit proposer alors toutes sortes de projets. La rumeur veut même que la Warner hésitait à lui proposer Batman. Mais c'est finalement un projet de film proposé par Jeffrey Katzenberg et les studios Paramount qui parvint à le convaincre de réaliser Explorers. Pourtant, la réalisation du film ne se fera pas sans mal et suite au départ de Katzenberg pour Disney, les studios Paramount ordonna à Dante d'accélérer la réalisation du film afin d'en faire le blockbuster de l'été 1985. Réécrivant les 3 actes jusque dans la salle de montage, Joe Dante ne put malheureusement pas faire le film qu'il aurait tant aimé faire. Sorti le 12 juillet 1985 aux États-Unis, soit en concurrence directe avec le premier opus de Retour vers le futur et Mad Max 3, le film fut malheureusement retiré au bout de 2 semaines d'exploitation seulement, ne récoltant au passage qu'un peu plus de 7 millions de dollars au box-office, alors que son budget était de 25 millions. Je passerai rapidement sur la magnifique bande originale du film, composée cette fois-ci par Jerry Goldsmith. Je ne vais pas revenir sur sa carrière, cela a déjà été fait dans une précédente vidéo. Dans les rôles principaux, nous retrouvons un très jeune Ethan Hawke dans le rôle de Ben Crandall, le regretté River Phoenix interprétant Wolfgang Müller, et un jeune inconnu du genre de Jason Preson dans le rôle de Darren, qui, soit dit en passant, ne fera plus grand-chose d'important après ce film. Je ne parlerai pas de la création de l'image de synthèse de ce film, je préfère laisser ça à quelqu'un de beaucoup plus compétent. N'est-ce pas, Gorkab? Gorkab? Oui, Esméo? Est-ce que tu veux bien nous parler un peu des images de synthèse d'Explorers? Nope. Ah. Mais je peux te faire un teaser pour mon épisode 11 de CGM si tu veux. Ah bah oui, pourquoi pas. Cool! Sorti en 1985, donc, Explorers a bénéficié de 2 séquences entièrement générées en images de synthèse, créées par Omnibus Computer Graphics, une société originaire du Canada qui s'était implantée à Los Angeles quelques années plus tôt, en 1982. À l'époque, pour produire ces images de synthèse, Omnibus s'était alors offert un ordinateur répondant au doux nom de Superphonely F1, racheté à la compagnie Triple I après que celle-ci ait fini de travailler sur Tron. Ouais, c'est le même ordi qui a fait les plus belles séquences en images de synthèse pour Tron. Et Explorers? J'y viens. Pour Explorers, Omnibus a donc réalisé 2 séquences, 2 rêves électroniques dans lesquels le jeune Ben visualise des schémas électroniques. Ceci était alors novateur pour une chose, l'utilisation d'une caméra virtuelle interactive, permettant des mouvements très fluides, presque aériens. Du jamais vu pour l'époque, même dans d'autres longs métrages utilisant l'image de synthèse de façon plus poussée, comme The Last Starfighter, sorti pourtant un an plus tôt. Petite anecdote intéressante, par ailleurs... Non mais les anecdotes, c'est à la fin. Tu vas arrêter de m'interrompre, oui? Ok, d'accord. Petite anecdote donc. Dans le premier rêve, on peut voir passer le mot Cory sur le circuit imprimé. Il s'agit en fait d'un easter egg de l'animateur Michael Cory, qu'il a également placé dans le panneau de commande du Gunstar de The Last Starfighter, sur lequel il avait également travaillé. Sympa. Et quand est-ce qu'ils sortent en épisode de CGM sur Explorers? Alors l'épisode 11 de CGM sur Explorers et Young Sherlock Holmes sortira courant juillet sur ma chaîne, mais avant ça j'ai une interview de Dave Sieg qui a lui aussi travaillé sur Explorers et qui elle sera disponible fin juin sur ma chaîne. Il paraît même aussi que tu seras à Japan Expo. Effectivement, je serai invité à Japan Expo par Wakanim sur leur stand, dont l'emplacement s'affiche derrière moi, mais pour plus d'infos sur ce sujet, je vous conseille de me suivre sur mon Facebook, mon Twitter, mais aussi mon site gorkamnitrix.com. Super, bah merci Gorkab. Y a pas de quoi, Esméo. Allez, je te laisse continuer ta chronique. Le film raconte l'histoire de Ben Crandall, un garçon comme les autres qui, lors d'une nuit, rêva qu'il était dans un circuit imprimé. À son réveil, il reproduit alors ce circuit imprimé pour le montrer à son ami Wolfgang, un jeune prodige en informatique et en technologie. Le lendemain de son réveil, après les cours, Ben se fait tabasser, mais est venu en aide grâce à un garçon nommé Darren. Bien après la bagarre, Ben et Darren se rendent chez Wolfgang afin de voir le résultat du rêve de Ben. Au final, cela donne un circuit imprimé relié à un Apple IIc de 128 KO de RAM qui, une fois démarré, arrive à surprendre tout le monde. Ça, c'est le monde à l'envers. Il attend des coordonnées sur les paramètres X, Y et Z pour situer un point spatial par rapport à ce terminal. D'où tu sors un rêve pareil? Je suis un petit génie, je vois que ça. Mais suite à une mauvaise manipulation, la machine détraque et plante déjà, causant au passage des petits dégâts. Plusieurs heures plus tard, alors que Ben contemple les étoiles, oui, sur le toit de sa maison, chacun fait comme il veut, Wolfgang le prévient à l'avance du projet et le fait venir à son labo. Ben constate avec surprise le résultat de son rêve, une sphère bleue qui apparaît devant Ben, générée par l'ordinateur et pouvant se déplacer à l'aide des coordonnées des axes X, Y et Z. Malheureusement, le chat de Wolfgang, parce que oui, il y a toujours une histoire de chat, sauta sur le clavier, ce qui a pour conséquence de détraquer l'ordinateur et le rendit totalement incontrôlable, ce qui permit à la sphère de mettre le labo sans dessus-dessous.
Malgré cet incident, cela motiva Wolfgang pour tenter une nouvelle expérience, mais grandeur nature. Ben, oui parce que c'est la star du film, enferma Wolfgang maladroitement dans la sphère de grande taille et ainsi le faisant déplacer dans tous les sens, y compris sous terre. À la fin de sa promenade en sphère, Wolfgang expliqua qu'il n'y a aucune inertie à l'intérieur de la sphère, ce qui donne une idée à Darren. Si on avait quelque chose pour s'asseoir, tous les trois on pourrait voler dans ce truc. Mais pour ça il faut du matériel, et donc nos trois amis se rendirent donc dans une décharge et tomba sur une nacelle provenant d'un ancien manège. Nacelle qu'ils amenèrent dans un endroit top secret à l'abri des regards. Le soir suivant, notre petite équipe se mit au boulot afin de transformer cette petite nacelle en véritable soucoupe volante. Ce qui leur prit au total 2 nuits, et bien entendu les épuisa tellement qu'ils dormaient en classe. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Et après un travail de dur labeur, la navette put enfin se lancer pour son premier vol. Et sans dévoiler le reste de l'histoire, car oui, je rappelle que le principe de l'émission c'est quand même de vous donner envie de voir un film, pas de vous spoiler, le film reste très sympa à regarder et malgré un sentiment d'œuvre inachevée. Oui, je vous rappelle que la Paramount insiste fortement pour que ce film soit terminé rapidement. Et du coup, on a l'impression à plusieurs moments que le film manque de quelque chose. Mais malgré ça, le film reste cohérent et possède ce petit charme qu'avaient les films de cette époque, notamment The Last Starfighter. Il fut même noté 77% par Rotten Tomatoes, preuve que ce n'est pas un mauvais film. On peut même noter une différence entre les versions VHS et le format DVD du film. Oh, 3 fois rien, il manque juste des scènes. Certes secondaires et sans importance, mais quand même. Oh, et j'ai failli oublier les nombreuses références et clins d'œil que comporte le film, comme le nom du lycée, nommé Charles M. Jones, en hommage à Chuck Jones, créateur de nombreux personnages des Looney Tunes. Un article de journal parlant, oh, comme par hasard, des événements du premier film Gremlins. Le rat de Wolfgang Heinlein, nommé en référence à Robert Heinlein, auteur de nombreux ouvrages de SF, notamment le célèbre Starship Troopers. Le nom du personnage de Starkiller, interprété par Robert Picardo, qui reprend d'ailleurs le nom que souhaitait donner George Lucas à Luke Skywalker. Ah, en parlant de Star Wars, il y a quand même une petite imitation de Dark Vador faite par Ben lorsqu'il est dans la décharge. Bon, après, je vais pas gâcher tous les clins d'œil, il y en a encore plein d'autres dans le film, je vous laisse les découvrir. Ah, et dans les anecdotes du film, River Phoenix qui à la base avait postulé pour le rôle de Darren, ou Wolfgang Petersen qui devait réaliser le film en Allemagne, ce qui fut refusé par Paramount. Et pour finir, depuis plusieurs mois, les studios Paramount envisageraient de faire un potentiel remake produit par Josh Applebaum et André Nemec, scénarisé par Geoff Moore et Dave Posamantier, et avec le possible retour d'Ethan Hawke dans le rôle du père de Ben. Malheureusement, j'ai pas plus d'infos au sujet de ce remake.